cabinet d'audit et de conseil. Bonsoir. L'incrédulité, la colère toujours très forte 3 jours après la révélation du trucage par Volkswagen de ses moteurs diesel, et ce qui a conduit ce soir à la démission du patron Martin Winterkorn. On voit la justice allemande qui s'empare du dossier, le gouvernement français qui se veut très sévère, qui menace dans la voie de Ségolène Royal. Il y a encore beaucoup de questions ce soir sur l'ampleur de la fraude, au-delà du constructeur allemand, l'avenir de Volkswagen. On voit cette onde de choc qui secoue la planète entière. Alors, à qui le tour? Qui peut être épargné? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. C'est la grosse affaire, bien entendu, on vous en parle depuis lundi dans les décodeurs de l'écho, bien entendu l'affaire Volkswagen, le scandale Volkswagen. Il y a encore beaucoup de questions, je vous le disais, on va essayer d'y répondre avec de très nombreux spécialistes, les décodeurs qui vont se succéder dans ce studio de BFM Business jusqu'à 20h30. On va démarrer dans un instant, il va arriver, le président du CCFA, le Centre français des constructeurs d'automobiles, François Roudier, qui est porte-parole. Rodolphe Bonas, spécialiste de consommation, à la tête de son cabinet, le groupe CACOM, que vous retrouviez l'an dernier dans l'émission de David Doba, à vos marques, tous les week-ends. Emmanuel Le Chip, bien sûr, économiste, éditorialiste économique à BFM Business, et puis bien d'autres. On sera tout à l'heure avec un avocat, un spécialiste de fiscalité verte, avec une eurodéputée. Surtout, vous restez avec nous, bien entendu. Alors, juste avant 18h, ce mercredi soir, la démission donc du président de Volkswagen, Martin Winterkorn, démission annoncée par le président du conseil de surveillance, Berthold Huber. Martin Winterkorn a annoncé sa démission au conseil de surveillance. Nous l'avons accepté avec le plus grand respect. Nous assurons qu'il n'avait aucune connaissance des manipulations. Mais nous saluons néanmoins le fait qu'il en prenne toute la responsabilité. Voilà, Berthold Huber, le président du conseil de surveillance de Volkswagen. Donc, Volkswagen a besoin d'un nouveau départ, disait monsieur Winterkorn. Je prépare le terrain à ce nouveau départ avec ma démission. Rodolphe Bonas, Emmanuel Le Chypre, départ attendu, départ salutaire. Tiens, Rodolphe. Je pense que c'était quasi inévitable. L'ampleur de la crise a fait que gonfler ces derniers jours, et surtout, on est quand même dans un cas tout à fait inédit, puisque là, il ne s'agit pas d'une erreur, il ne s'agit pas d'une faute, il ne s'agit pas d'un manquement, il s'agit d'une tromperie réelle aux consommateurs, avec une volonté affichée d'arriver à truquer quand même ces chiffres au sein des calculateurs de voitures. Donc, mécaniquement, le niveau de responsabilité, il va monter au plus haut niveau. Donc, je pense que c'est aussi un message, bien sûr, envoyé qui n'est pas exclusivement à l'interne de Volkswagen, mais c'est pour simplement dire on a pris en main finalement l'ampleur de cette crise, et on dit aussi à tous ses clients, sachez que ça ne se reproduira plus, les coupables ont été punis. Donc on est vraiment rentré maintenant dans cette gestion de crise qui va être quand même assez compliquée pour Volkswagen et qui risque de durer un tout petit peu, mais on est là clairement dans un acte de gestion de crise, pas qu'un acte de gestion pure, de gestion de crise. Et voilà, Rodolphe Bonas de CACOM, Emmanuel Le Chypre, il ne pouvait pas faire autrement. Oui, et absolument, il ne pouvait pas faire autrement. Ça va quand même assez vite. Volkswagen nous a épargné déjà les erreurs classiques de ce type de situation où on commence par nier pendant plusieurs jours qu'il ne s'est rien passé. Là, ils ont reconnu dès lundi. Et puis, dès dimanche, il s'excusait, Martin Winterkorn. Effectivement, il démissionne aujourd'hui. On nous dit que finalement il n'était pas au courant, mais qu'il assume ses responsabilités. La réalité, c'est qu'on s'en fout qu'il soit au courant ou pas. C'est qu'il a une tête de coupable idéale. Voilà, parce qu'on peut pas dire qu'il est débarqué chez Volkswagen il y a 2 ans, que tout ça s'est fait avant, que c'est une espèce de victime expiatoire. Pas du tout. Il est rentré chez Volkswagen en 1981, ou chez Audi plus précisément. Après, il a monté tous les échelons. C'est un ingénieur. Il est connu pour son sens du détail poussé à l'extrême.
Hein, on le surnomme le patron qui connaît chaque boulon de chaque Volkswagen. Donc si le type connaît chaque boulon de chaque Volkswagen, il connaît chaque logiciel qui est installé sur un moteur pour tester. Et en plus, il y a la personnalité donc de ce patron très interventionniste, très scrupuleux des détails. Et puis il y a la nature de la fraude, c'est-à-dire que là, c'est même pas, si vous voulez, deux types qui se réunissent dans le bureau du directeur financier pour monter une cabale financière et on dit que personne n'est au courant. Là, il y a de la logistique derrière, il y a du développement. Donc une organisation. Donc voilà, c'est toute une organisation. Donc effectivement, ça va donner sans doute un peu de répit à Volkswagen, mais je veux dire, l'ampleur du scandale est telle que de toute façon, ça n'est que le début d'un feuilleton qui va être un véritable supplice pour Volkswagen. Ouais, c'est pour ça qu'on vous en parle ce soir. On dit que le patron de Porsche, Matthias Müller, serait le candidat favori donc pour succéder. Donc on verra vendredi. Rodolphe Bonas. Alors ce sera de toute façon un homme de la maison, parce que Volkswagen est ainsi fait que c'est les hommes de maison qui vont monter. C'est aussi un élément. Quand je précisais, on est dans une crise tout à fait inédite parce qu'on est dans une tromperie affichée et assumée. C'est-à-dire que et ça, c'est un point qui est tout à fait spécifique, puisque dans d'autres cas, si on regarde l'affaire Toyota, par exemple, qui a eu lieu aux États-Unis ou quoi que ce soit sur ces fameuses pédales d'accélérateur, là, pour le coup, ils avaient commis une erreur, ils s'étaient trompés, c'était une faute, c'était une défaillance technique, et finalement, sur cette affaire-là, et on en reparlera tout à l'heure avec Christopher Mesneau, qui est avocat au barreau de Paris et New York, qui va nous rejoindre d'ici 15-20 minutes à peu près. Toyota avait accepté de régler 1,2 milliard $. Pour que ça s'arrête, pour que la procédure s'arrête. Tout à fait. Sauf Rodolphe que effectivement pour le secteur automobile c'est incontestablement le plus grand scandale de toute l'histoire de l'automobile, mais des tromperies délibérées il y en a eu d'autres dans d'autres secteurs. Et il faut rappeler que toutes les entreprises qui ont pratiqué ce genre de tromperie n'existe plus aujourd'hui. Alors que vous pensez à quoi par exemple? Si vous prenez par exemple bêtement l'affaire Elf. Oui. Elf, qui est quand même les surfacturations, les emplois fictifs, c'est quand même un des plus gros scandales de la République en 1994. Cette entreprise a été après absorbée par Total. Prenez la banque Barings en 1995, c'est une banque qui a fait faillite, qui a complètement disparu. Prenez Enron évidemment en 2001, corruption à tous les étages, falsification. Arthur Andersen, qui aurait pu croire que Arthur Andersen allait disparaître. Je vais même vous faire une confidence. Faire une confidence, qui ne me grandira pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de mal, Emmanuel ? Songez que Enron fait faillite à la fin de 2000, en décembre 2000, et que en été 2000, je propose à l'époque à ma rédaction en chef de l'expansion un papier sur Enron, qui est une société que personne ne connaît en France et qui est une société extraordinaire. Je rencontre tout l'été des tas de gens qui m'expliquent à quel point cette entreprise est formidable. On m'a même dit, quelqu'un qui intervient encore ici, dans les, etc., que je ne citerai pas évidemment, c'est l'intelligence organisée, on m'avait dit. C'est exceptionnel. Et finalement, comme à la rentrée ça sentait mauvais, je n'ai pas fait ce papier qui m'a évité la honte absolue. Mais tout ça pour vous dire à quel point quelque chose qui peut paraître indestructible, formidable, exceptionnel, plein d'avenir, peut en quelques semaines s'effondrer comme un château de cartes. Alors, je dis pas que ce sera le cas de Volkswagen, on va se poser la question. Parce que c'est un cas très particulier, parce que c'est une entreprise macroéconomique, parce que derrière il y aura l'État allemand qui ne laissera jamais tomber cette entreprise, sans doute. Mais il ne faut pas sous-estimer le danger mortel que représente pour Volkswagen aujourd'hui cette crise. Rodolphe Bonas, c'est le danger de la crise, c'est vrai que la gestion va être importante, et comment est-ce qu'ils vont arriver à piloter cette crise. Ça va être un point tout à fait important aux yeux du consommateur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Volkswagen, c'est quand même dans ses gènes la voiture du peuple. Donc la voiture du peuple qui trompe le peuple, c'est quand même un élément qui est quand même tout à fait antinomique. Rodolphe, je vais vous le laisser continuer dans un instant, mais le peuple, justement, le peuple allemand, voilà comment il réagissait à Wolfsburg. C'est la patrie de Volkswagen dans le nord de l'Allemagne. Écoutez, et on revient tout de suite avec Rodolphe Bonas. Je pense que les autres marques comme Mercedes et BMW devraient être contrôlées elles aussi. Il n'y a pas que Volkswagen. Je pense que si ces contrôles sont sérieux, d'autres choses apparaîtront. Franchement, j'ai été vraiment déçu. Je ne pensais pas que Volkswagen ferait quelque chose comme cela. Je veux dire, je pensais qu'il fabriquait des véhicules propres.
Mais en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière tout cela. Voilà, le peuple allemand, donc Deutsche Volk, Rodolphe Bonas. Alors, donc on voit très bien. Alors, c'est vrai que là, vous avez montré vraiment un pays et là même au cœur du pays, vraiment la nation de Volkswagen, la cité dans la cité, où je pense qu'à mon avis tout le monde est atteint et attaché. Mais en revanche, vous avez une des consommatrices qui évoquait un point tout à fait intéressant et qu'on commence à poindre finalement peut-être le salut de Volkswagen à venir. C'est qu'en effet, on découvre que d'autres constructeurs seraient impliqués sur des tromperies similaires. Parce que, à partir de ce moment-là, Fabrice, tenez-vous bien, ça ne s'appellerait plus le Volkswagen Gate, mais le Dieselgate. Et alors, à ce moment-là, on commencerait à prendre un peu de recul et un peu de champ par rapport à Volkswagen. Voilà. Emmanuel. Non mais on voit bien que les dégâts sont en termes d'image. Vous savez aujourd'hui, alors en plus dans un secteur comme l'automobile, le déficit de réputation aujourd'hui c'est un des plus difficiles à combler dans un secteur comme ça. Parce que d'abord les marques jouent à fond maintenant sur l'image. Regardez à quoi ressemble une pub automobile aujourd'hui. C'est un monde futuriste. On est très loin des pubs des années encore 80 ou 90. Donc il y a une promesse derrière tout ça qui est quasiment la promesse d'une vie meilleure. C'est quasiment des univers qu'on nous décrit. Et donc du coup, quand vous pêchez par là où vous avez voulu être vertueux, c'est-à-dire qu'en gros c'était le sérieux, la qualité, parce que n'oubliez pas que Volkswagen vend quand même ses voitures plus chères que la plupart de ses concurrents. Au nom de cette qualité. Quand vous mettez ce prix, c'est parce que vous pensez avoir une voiture ultra performante, de bonne qualité. Parce que ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que finalement, Volkswagen n'était pas capable de tenir sa promesse technologique. Et ça, c'est quand même un déficit important. Après, il faut bien dire que de toute façon, les gens auront toujours besoin d'acheter de voitures, donc je ne suis pas sûr que ça aura le moindre impact sur les ventes de voitures aujourd'hui en volume. Et puis finalement, quand vous regardez cette affaire de diesel, etc., les gens, ils s'en foutent. Globalement, le client, c'est pas ça qu'il regarde quand il achète sa voiture. Est-ce que vous connaissez, vous, le nombre de microgrammes d'émissions de particules, je sais pas quoi, de votre voiture? Aucune idée. Aucune idée. Je m'en fous. Voilà. Donc, si vous voulez... Mais quand même la réputation. Oui, enfin, pardon, Emmanuel, Rodolphe, je dis je m'en fous parce que je connais rien, et puis voilà, c'est très bien. Bon, mais à partir du moment où on me certifie que la voiture, absolument, voilà, elle roule bien, elle pollue pas, et que les phares s'allument la nuit, et que si au final, ça ne fait pas ça, là pour le coup, je vais râler. Et Rodolphe Bonas. Alors tout à fait. Et en même temps, on est quand même au cœur d'un paradoxe dans cette affaire. Ouais. C'est-à-dire que finalement, on est sans doute dans une affaire de tromperie de marque qui est une des plus grandes dans l'univers de l'automobile, et paradoxalement, on est aussi dans une affaire où on a une histoire et un problème lié à l'automobile qui a le moins d'incidence sur la sécurité, parce qu'il n'y a aucun impact sur les éléments de sécurité. Aujourd'hui, les Volkswagen sont des voitures extrêmement fiables. Peut-être sur la santé humaine. Mais le fait que la marque ait eu une démarche, si vous voulez, de tromperie vis-à-vis des autorités et quelque part vis-à-vis de ses clients, ça remet en cause l'ensemble du capital de marque. Mais derrière ça, n'oublions pas que ces voitures restent des voitures extrêmement fiables et qu'il n'y a aucun danger pour ceux qui ont acheté des Volkswagen. Du coup, on est prêt à mettre les X% plus chers pour acheter une Volkswagen si Volkswagen ne tient pas sa promesse. En fait, cette histoire, elle vient nourrir un élément qui socialement est en train de monter assez fortement auprès des consommateurs, qui est finalement cette fameuse théorie du complot de la marque. C'est-à-dire que si on compare la relation qu'on en avait avec nos produits et nos marques il y a 25 ou 30 ans, c'était une relation directe, parce que nous comprenions les produits. Vous pouviez démonter votre voiture, comprendre son moteur. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas démonter un smartphone, c'est pas possible. Donc du coup, cette dose de technologie fait en sorte qu'il y a une espèce de barrière qui s'est construite entre la marque et le consommateur, et donc du coup, il y a une espèce de théorie du complot, et cette histoire, elle vient nourrir cette théorie du complot. Et il est là le grand déficit de marque pour Volkswagen aujourd'hui, et c'est de ça qu'il va falloir... Un mot, Emmanuel Le Chip, et on va faire rentrer donc là, dans une poignée de secondes François Roudier. À quel point c'est puissant l'image. Il y avait la semaine dernière le Grand Prix de automobile avec le journal de l'automobile, et dans lequel il y avait une enquête qui était faite par un institut de sondage qui montrait effectivement que la principale déception pour les acheteurs de véhicules automobiles, c'était la première année. Et que cette déception de la première année augmentait d'année en année. Et parmi les raisons, il y a ce fait que
on vous vend du rêve aujourd'hui, et qu'au final, quand vous vous retrouvez dans votre petit garage, dans votre petite voiture, le monde autour, il n'a pas tant changé que ça. Donc on vous a vendu un univers, et cet univers-là, évidemment, quand vous l'achetez, vous savez, c'est comme les jouets à Noël, quand vous voyez le train électrique avec tous les décors autour, etc., et que chez vous, vous vous retrouvez avec votre petit circuit et ses 4 wagons, c'est pas aussi magique que ce qu'on vous a montré. Ouais. Voilà, c'est pas, il y a de ça dans l'univers automobile. C'est pour ça que c'est un secteur dans lequel ce déficit d'image, de réputation, de capacité à faire rêver, c'est quand même problématique. Bon, on va faire rentrer François Roudier. François Roudier qui est le porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles. Il va rentrer, François Roudier. J'ai beaucoup de questions à lui poser. François Roudier, bonsoir. Bonsoir. François Roudier, vous êtes le porte-parole donc du comité des constructeurs français d'automobiles. On s'interroge sur l'avenir de Volkswagen. Clairement, à votre avis, est-ce qu'il y a un avenir pour le constructeur allemand? Écoutez, c'est une question qui est extrêmement difficile à répondre parce que là, on a quand même une grosse claque sur une des très grandes entreprises européennes et même mondiales. Les chiffres qui commencent à tomber sont faramineux. Alors, 11 millions de voitures, dans le monde. Déjà des provisions de 6,5 milliards. Bon, simplement pour payer les avocats et peut-être les cautions des dirigeants américains qui peuvent être impliqués. Donc derrière, il y a tout un processus de reconstruction. Les voitures Volkswagen, il faut quand même être réaliste, sont bonnes. On a quand même certains problèmes avec un moteur sur pas mal d'autres voitures, mais le Elles produit... sont bonnes, mais comme on en parlait tout de suite avec Rodolphe Bonas et qu'Emmanuel Le Chip, il y a juste un problème maintenant de confiance. Alors, avec l'opprobre qui est tombé sur le constructeur. Tout à fait. Alors c'est le problème numéro 1 parce que dans l'automobile, la confiance, c'est un petit peu comme dans l'agroalimentaire. Vous avez un restaurant qui vous sert des lasagnes au cheval, ça y est, on va plus dans les restaurants en manger. Et chez nous, c'est le même problème. On est quand même sur des produits en France autour de 22 000 euros la voiture. Vous confiez votre vie au constructeur, donc derrière toute la confiance est considérable. Sachant que Volkswagen vendait plus cher sur la base justement de cette promesse de sérieux, de qualité, etc. Donc c'est aussi tout le positionnement stratégique aussi de la marque. C'est le positionnement stratégique, même au-delà de ça, allemand. Regardez jusqu'où monte l'affaire au niveau d'Angela Merkel, parce que ça touche même aux racines de l'industrie allemande. Oui, donc il y a d'autres constructeurs qui ont été mis dans la ligne de mire. En revanche, ce dossier est particulièrement grave parce que la dissimulation intentionnelle a eu lieu depuis 2009, selon le modèle à partir de 2009 jusqu'à 2015. Dissimulation intentionnelle. En revanche, j'insiste sur le fait que pour l'instant, personne n'a établi le moindre lien avec un préjudice corporel des conducteurs ou des consommateurs ou de la population américaine en général. Donc ça va venir en aide au groupe Volkswagen au moment où il commence à discuter inévitablement d'une transaction avec les différentes autorités réglementaires. Parce qu'ils encourent combien au total en amende? On parlait de 18 milliards de dollars avant-hier. Oui, à la louche, c'est 37 500 dollars par violation par voiture. Il y a à peu près 500 000 qui ont été vendus dans la période dont on parle. On fait la multiplication assez facilement. Bon, ça c'est le point de départ côté sanctions administratives, réglementaires. Après, il y a les différents class actions qui ont été lancés comme on pouvait s'en douter. C'est déjà fait, oui, bien sûr. Hein. C'est déjà fait. Bizarrement, j'ai lu quand même les assignations ce matin au cabinet. Et pour l'instant, toutes les bases juridiques de ces assignations se portent sur le manquement contractuel, la fraude, la dissimulation et pas du tout sur un éventuel préjudice corporel. Donc ça va permettre au groupe Volkswagen quand même de négocier sur une base violation aux lois et aux règlements du système américain, mais on ne va pas tomber dans les excès du système américain dès qu'il s'agisse de quelqu'un qui est mort ou qui a subi un préjudice de santé. Vous nous disiez, juste encore une question, et puis je redonne la parole à François Roudier et puis tous les autres décodeurs ce soir, que Volkswagen a plutôt bien géré l'affaire. Par rapport à quelle autre affaire? Vous pensiez à quelle affaire particulièrement? Les différentes affaires bancaires auxquelles on peut penser. BNP Paribas, par exemple, la grosse amende l'an dernier. Parmi d'autres, effectivement, et à Toyota aussi, qui a pas mal traîné les pieds avant de reconnaître sa culpabilité. Et en effet, juste Toyota au départ a dit non, c'est pas possible. Donc c'est la pire des situations pour une marque
d'avoir une posture dans laquelle on va nier pour après ensuite être obligé de reconnaître quand on est vraiment pris les doigts dans la confiture. Et là, Volkswagen n'a pas commis cette erreur. François Roudier, porte-parole du comité des constructeurs français d'automobile, on en parlait avec Guillaume Sainteny il y a quelques minutes. Le diesel, est-il sa place? Est-elle toujours d'actualité dans un cadre comme ça de scandale Volkswagen? Est-ce qu'on va se méfier? Est-ce qu'on va se détourner du diesel? Écoutez, on commence à entendre tout et n'importe quoi sur le diesel, c'est-à-dire que les antis deviennent encore plus antis. On part dans des délires non technologiques, qui sont extrêmement motivés. Je vous ai épargné toutes les réactions des Verts, d'Europe Écologie Les Verts, qui en effet prennent un grand bidon d'essence et voilà. Donc c'est l'amiante, c'est le nucléaire, on connaît le discours politique qui n'a rien à voir avec la technologie. Donc le problème, oui, c'est qu'effectivement vous avez une crise de confiance qui déborde en partie sur le diesel. On verra si ça se traduit vraiment dans le marché. C'est-à-dire que nous devons faire les preuves que nous respectons les critères du diesel. Alors derrière, vous avez quand même un point qui est essentiel, c'est que sans introduction massive du diesel dans la flotte de véhicules en Europe, on n'atteindra jamais les objectifs de CO2. De 2020, oui. C'est ça, Guillaume Sainteny, parce que c'est vrai que dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, donc l'Union européenne, on va le rappeler, donc a fixé un certain nombre de critères, des émissions, bon, je vais passer les détails, en nombre de grammes par CO2. Les constructeurs, comme François Roudier, ils disent, sans les motorisations diesel, les objectifs européens ne seront jamais atteints parce que ces diesels, ils sont plus économes en carburant, moins émettrices en CO2. Alors oui, non, qu'est-ce que vous dites, vous? C'est très compliqué. Je pense qu'il faut séparer la crise actuelle du problème du diesel. Le problème du diesel, il doit être traité à long terme. Personnellement, je pense qu'il faut diminuer la part du diesel en France, qui est beaucoup trop importante. C'est pas seulement problématique pour la santé publique, c'est également problématique pour les recettes fiscales de l'État. C'est un coût de 8 milliards quand même d'euros de pertes pour le budget annuel, ce qui est quand même, par les temps qui courent, beaucoup. Et puis c'est aussi totalement inadapté à l'outil de raffinage français, puisque nous avons des sous-capacités en diesel et des surcapacités en super. Le diesel, si vous voulez, aujourd'hui est nettement moins taxé, on le sait, en France par rapport à la moyenne européenne. Donc là, il y a un processus de rattrapage qui devrait être engagé, mais qui ne peut être bien sûr que progressif. Le problème du switch entre CO2 et diesel auquel il était fait allusion à l'instant, personnellement, je pense qu'il est mal posé. Il y a cet objectif de 95 grammes de CO2. Les constructeurs disent qu'ils ne peuvent l'atteindre qu'en maintenant une part du diesel élevée. Mais faut-il avoir un objectif par véhicule produit? Personnellement, je pense que c'est une mauvaise réglementation. Si vous avez peu de véhicules produits et que ces véhicules font énormément de kilomètres, vous aurez plus de CO2. Donc, il n'y a rien dans la réglementation qui aille vers une diminution de la part de l'automobile individuelle dans les transports, ce qui est très important pour résoudre le problème du changement climatique. On ne peut pas se contenter d'améliorations technologiques sur le véhicule. Emmanuel Chip, c'est le bon moment de s'attaquer au diesel en ce moment? Après, ça dépend de quel point de vue on se place. Moi, je suis pas expert sur les sujets climatiques et environnementaux, mais on peut quand même se dire que, effectivement, si on regarde l'impact de cette crise sur les ventes, les gens auront toujours besoin d'acheter des voitures, tant qu'on les incitera pas à se déplacer ou à les taxer différemment. Donc, le nombre global de voitures qui sera vendu, je pense que ça sera à peu près similaire. En revanche, il est possible que, quand même, le débat sur le diesel, il va être relancé d'une certaine façon. Parce que c'est vrai que la réalité, c'est que même si les constructeurs français et les autres n'ont pas triché, on sait tous très bien que les voitures avec lesquelles nous roulons émettent plus de CO2 que les espèces de bêtes de concours qui sont envoyées pour passer les tests par les constructeurs européens. Donc, il y a quand même une vraie problématique de complaisance vis-à-vis de chiffres qui sont plus ou moins bizarres, et que finalement on subventionne tout ça allègrement. Donc là, pour le coup, il y a quand même une vraie stratégie à revoir. Juste par exemple, en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui les chiffres, ils sont alignés pour correspondre aux normes de chaque pays et pour pouvoir bénéficier d'un fiscal. Comme par hasard, les Pays-Bas, c'est pas tout à fait le même chiffre, à 2 grammes près, ou à 2 milli, je sais pas quoi grammes près, c'est différent, c'est juste comme il faut. Vous voyez, donc il y a quand même une hypocrisie générale qu'il va falloir
traité, et je pense qu'il va y avoir une prise de conscience là-dessus, sur ce problème des tests, comment on incite derrière. Et même au niveau européen, on en parlera tout à l'heure avec l'eurodéputée Christine Revaud-Dallon. Là, pour le coup, il y a des choses qui vont changer, et sans doute en bien. Et puis on peut même penser que ce sera une incitation à aller technologiquement encore plus loin, cette crise, parce que finalement on s'aperçoit que Volkswagen, ils sont sans doute moins beaux qu'ils en avaient l'air, et que peut-être que là-dessus, ça va peut-être inciter à faire encore plus de progrès. Il y a tout ça, il faut aussi voir le côté d'un mal peut naître un bien, oui. Prise de conscience. François Roudier, il a raison quelque part, Emmanuel Le Chypre, quand il parle de bêtes de concours, quand vous présentez vos voitures au contrôle, vous les présentez sous les plus beaux atours. Il y a rien qui dépasse, hein. Et donc tout de suite, boum, coup de tampon, tout va bien, approuvé. Tout à fait, mais c'est quelque chose qu'on connaît, et nous, voilà, c'est la règle du jeu actuelle. Et nous, on a milité pour un nouveau cycle en laboratoire, accompagné d'un cycle en essai roulant. Voilà, bien sûr. Donc, parce que clairement, vous êtes d'accord, les tests ne sont pas fiables en ce moment. Non, mais les tests datent des années 50, ils représentent les voitures des années 50 qui ont été modifiées en 90. Bon, on a un petit peu évolué depuis. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir des tests qui sont le plus proches possible de ce qu'ont nos clients. Et ce qui compte, c'est pas seulement le moment où on achète la voiture, c'est de savoir comment elle va évoluer. Donc, bien sûr. Voilà. Alors, Rodolphe Bonas. En effet, il y a aussi cette lecture à la mise en vente et en production de la voiture, mais il y a aussi tout l'avant. C'est-à-dire que là où les Américains sont un peu plus pointus que nous sur ces éléments-là, c'est en fait ils ont un calcul de l'impact environnemental de la voiture, de la chaîne de production jusqu'à son phénomène roulant, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Et donc du coup, c'est un élément qui rentre aussi dans les logiques de calcul environnementaux, où les Américains sont un peu plus pointus que nous sur ces éléments-là. Juste un mot, allez-y, répondez Guillaume Saint-Denis. On en reparlera tout à l'heure avec l'eurodéputé Christine Revaud-Dallon. Ça se généralise beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie du berceau à la tombe, avec l'idée qu'un jour il n'y aura plus de déchets, c'est-à-dire que tout va se recycler, et donc il faut compter aussi les émissions de CO2, pas seulement d'une voiture qui roule, mais qui ont dû être utilisées pour la fabriquer, pour la détruire. Oui, justement, au moment de la tombe, enfin peut-être pas encore la tombe, mais l'après justement, quand on revend sa voiture qui est toujours qui roule toujours, on la revend en occasion. Elle vaut combien maintenant? Elle va valoir combien cette Volkswagen? L'Argus, ça va être de quoi? De combien? François Roudier, Rodolphe Bonas. C'est le problème. S'il y a une décote, effectivement, les clients vont se plaindre. Alors vous risquez d'avoir une décote simplement par crise de confiance, puis une décote tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir vendre le même type de voiture. Donc aux États-Unis, ça risque d'être très sérieux. En Europe, un petit peu moins. Surtout en Allemagne, moins parce que les voitures allemandes, le marché de l'occasion en Allemagne passe dans les pays de l'Est. Dans les pays de l'Est, il n'y en a pas sur le marché. Voilà. Mais en France, il pourrait y avoir un impact. Et moi, je pense beaucoup plus à cette logique de volume. C'est-à-dire que les gens vont dire, on veut se débarrasser de ce modèle. N'oublions pas qu'en tout cas aux États-Unis, la vente d'un véhicule à diesel coûte plus cher qu'à essence. Donc, dans tous les class actions qui ont été lancés, les avocats ont mis en avant d'une part que les consommateurs aient payé plus cher au départ, et par la suite, et surtout après cette crise, quel que soit son règlement, les reventes vont être beaucoup plus bas en termes de prix. Donc il y a une double casse chez les consommateurs. Bon, allez, il y en a quelques-uns qui vont partir. Qui s'en va? Alors Emmanuel Le Chypre, qui va laisser sa place à Christine Revaud-Dallon, qui est eurodéputée socialiste. Rodolphe, il reste. Christopher Mesnou, Guillaume Saint-Denis, et puis vous partez, François Roudier. Voilà, le porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles. Merci d'avoir passé ce moment donc avec les décodeurs de... Nous, on reste, évidemment, la question ce soir, cette casse chez Volkswagen, à qui le tour, cette onde de choc qui secoue la planète entière. On continue à en parler dans un instant sur BFM Business. J'ai 1000 questions encore, à tout de suite. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.